L'adoption d'un animal. Souvent, ça commence comme ça, hein. On voit une photo, une image sur un site. Ah oui, le coup de foudre immédiat. C'est ça. On craque pour un British Shorthair qui a vraiment l'air d'une peluche ou le regard bleu incroyable d'un sacré de Birmanie. Ou la petite bouille d'un Yorkshire, exactement. Et la vraie question, c'est est-ce que ce coup de foudre, il a la moindre chance de survivre à la réalité au quotidien? C'est la grande question, et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On s'est plongé dans une série de guides vraiment excellents de la chaîne Pets Up Blog. Oui, il décortique plusieurs races très populaires. Voilà. Et notre mission, c'est de faire exploser ce qu'ils appellent l'effet peluche, d'aller voir derrière l'image. Comprendre la compatibilité, en fait. La compatibilité profonde entre le caractère de l'animal, ses vrais besoins, et puis notre mode de vie à nous. C'est un pacte, hein, un engagement sur 15, parfois 20 ans. 20 ans, oui, ça force à la réflexion. Ce que je trouve intéressant dans leur approche, c'est qu'elle est inversée. Le point de départ, ce n'est pas quel est le plus mignon. Non, pas du tout. Le point de départ, c'est soi-même. C'est une introspection en quelque sorte. Qu'est-ce que je cherche, moi? Du calme, de l'exubérance, un indépendant? C'est la seule bonne façon de faire. Et pour y voir plus clair, on va explorer les grands thèmes qui ressortent de ces guides. On va commencer par démolir quelques mythes bien tenaces. Ah, ça j'aime bien. Ensuite, on essaiera de décoder leur langage, leurs petits signaux. Après, on parlera du concret. Le temps, le budget, le contrat quotidien, sans filtre. Et à la fin, on verra si on peut dessiner le portrait du fameux match parfait. C'est l'idée. Parfait. Alors allons-y. Le plus croustillant d'abord, les mythes. Je suppose que l'idée reçue numéro 1, c'est de penser que l'apparence fait le caractère. C'est le piège classique. L'exemple le plus flagrant qu'il donne, c'est le Yorkshire Terrier. Ah oui, on le voit, tout petit, le poil soyeux, le petit nœud sur la tête. Et on se dit, chien de canapé. C'est une erreur de jugement, mais totale. Les guides insistent là-dessus, il a gardé toute l'âme d'un vrai terrier. L'âme d'un terrier. Attends, ça veut dire quoi concrètement? Pour quelqu'un qui vit en appart et qui s'attend à une peluche. Ça veut dire beaucoup de choses. Son histoire, c'est pas les salons de thé, hein, c'est les mines anglaises du 19e siècle, où il chassait les rats. Ah oui, quand même. C'est un chasseur, un vrai. Ça explique son courage immense. La source dit qu'il a aucune conscience de sa taille et sa tendance à aboyer, au moindre bruit. C'est une alarme sur pattes, en fait. Voilà, c'est un concentré d'énergie dans un tout petit corps. Le décalage doit être violent pour les propriétaires. Et j'imagine que ce genre de malentendu existe aussi sur la robustesse. Absolument. Prends le Jack Russell. L'image qu'on a, c'est la petite boule d'énergie, le chien rustique qui peut tout faire. On l'imagine courir dans la neige. Exactement. Sauf que les guides sont très clairs. Il est bien plus sensible au froid qu'on m'en pense. Sa petite taille, son peu de graisse, il est vulnérable. La formule est géniale, hein. C'est pas un husky. Dit comme ça, c'est une évidence, mais on n'y pense pas. Et pour les chats? Le grand mythe du chat indépendant? Le chartreux en est la victime parfaite. Il a l'air d'un gros nounours calme, il est discret, donc on se dit, parfait, il se gère tout seul. Et le guide qualifie ça de « grosse erreur ». Ce chat a un besoin presque vital de présence. La solitude le rend vraiment malheureux. Mais il ne le montre pas forcément. Voilà le problème. Son mal-être est silencieux. C'est presque pire. C'est fascinant, les plus gros quiproquos viennent des trucs les plus évidents. Et je crois qu'il y a un champion toute catégorie dans ce domaine, le sphinx. Ah, le sphinx. Un cas d'école. On le voit nu et on en déduit 2 choses. Mythe numéro 1, le plus connu, pas de poils, donc hypoallergénique. Ce qui est faux, j'imagine. Complètement faux, comme le martèle la source. L'allergène est dans la salive. Et le sphinx, il se lèche comme n'importe quel chat. D'accord, premier mythe, pulvérisé. Le second est encore plus tordu. On se dit, pas de poils, pas de toilettage. Le rêve. Et c'est là que le piège se referme. C'est tout le contraire. Ah bon? Un chat normal a des poils pour absorber le sébum. Le sphinx, lui, n'a rien. Donc le sébum s'accumule, sa peau devient grasse. Ce qui veut dire... Bain régulier. Et c'est pas tout. Pas de cils, donc nettoyage des yeux tous les jours. Pas de poils dans les oreilles, donc nettoyage des oreilles. C'est une routine absolument non négociable. C'est fou. Donc le plus gros paradoxe, c'est que l'absence de poils, qu'on associe à la simplicité... est la source de toutes les contraintes. C'est incroyable. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai noté aussi la confusion entre le sacré de Birmanie et le siamois. Oui, beaucoup de gens pensent que le birman, c'est juste un siamois à poils longs.
Physiquement, il y a une ressemblance. Mais le caractère, c'est le jour et la nuit. Le siamois est super bavard, extraverti, un vrai pot de colle. Le birman, lui, c'est la force tranquille, calme, posé. Choisir l'un en pensant avoir l'autre, c'est la catastrophe assurée. D'accord, c'est très clair. Bon. Une fois qu'on a déjoué ces pièges, on est face à l'animal. Et là, comment on le comprend? La clé, c'est l'observation, c'est ça? C'est le maître mot. Il communique en permanence. Il faut juste apprendre à lire les signaux, même les plus fins. Comme le Jack Russell qui a froid, au-delà du tremblement évident. Voilà. Le guide nous dit de chercher les signes avant. Un chien qui se met tout le temps en petite boule pour dormir, c'est qu'il essaye de garder sa chaleur. Ah oui, c'est subtil. Ou un chien qui hésite à poser les pattes sur le sol gelé. C'est pas qu'il est timide, c'est qu'il a mal. Il y a cette anecdote dans les sources sur Miloto, un chien qui adore la neige. Son maître dit que même si Miloto veut continuer à jouer, dès qu'il voit le premier tremblement, c'est fini, on rentre. Et le guide commente, c'est le bon réflexe à avoir. C'est à l'humain d'être le plus responsable des deux. Toujours. Et cette subtilité, on la retrouve dans l'affection. Le British Shorthair, par exemple. On s'attend à un chat câlin. Un pot de colle. Alors que non, pas du tout son style. Son affection est discrète. Comment ça se manifeste alors? Il va te suivre d'une pièce à l'autre comme une petite ombre silencieuse. Il ne monte pas sur tes genoux, il vient se poser juste à côté de toi. C'est une présence, en fait. Voilà. J'adore l'anecdote sur Winston, le British de l'article. Il ne miaule presque jamais. Pour jouet, il pose un jouet à tes pieds et te regarde. Un simple regard intense. Le message est clair, sans un bruit. J'adore. C'est un code à déchiffrer. Exactement. Et cette connexion discrète, on la retrouve ailleurs. Le bleu russe, il est décrit comme un confident discret, pas le bout en train de la soirée. Il crée un lien avec une seule personne. C'est ça. Souvent, oui. Un lien d'une loyauté absolue. Son affection, c'est une présence constante et rassurante. Dans le même genre, j'ai noté pour le chartreux, peau de colle version ninja. Ça m'a fait rire. C'est exactement ça. Il ne va pas te harceler, mais tu lèves la tête de ton ordinateur et il est là, assis sur une chaise. Il s'assoit et vous fixe intensément. La communication est là, puissante, mais silencieuse. Et à l'extrême opposé. Je parie qu'on retrouve le sphinx. Évidemment, lui, c'est le chat velcro. Il a un besoin quasi constant de contact physique. Pour se réchauffer surtout. Voilà, il suit son humain partout, non-stop. La source précise que le concept de porte fermée n'existe pas pour lui. Tu fermes la porte de la salle de bain, il attend derrière. Adieu l'intimité donc. Bon à savoir avant de signer. Et ça nous amène parfaitement au contrat du quotidien. Le temps, le budget, les contraintes, c'est là que le rêve se confronte au réel. Prenons un truc simple, le poil. La fourrure du Yorkshire, c'est magnifique, sauf que si on ne brosse pas tous les jours, Des nœuds extrêmement douloureux. c'est un engagement de 10-15 minutes par jour, sans exception. Alors qu'à l'inverse, le sacré de Birmanie, qui a l'air d'une grosse peluche, Est beaucoup plus simple. Malgré son poil mi-long, il n'a quasiment pas de sous-poil. C'est ça le secret. donc moins de nœuds, Presque jamais. Un bon brossage par semaine suffit. La différence de contrainte est énorme. Autre point crucial, la gamelle. La pierre angulaire. Le British Shorthair et le chartreux sont très sujets à l'embonpoint. ce qui peut entraîner des problèmes de santé graves, diabète, problèmes articulaires. La règle d'or, martelée dans les guides, on oublie la gamelle de croquettes à volonté. C'est terminé ça. Ce sont des repas pesés, c'est ça? Des repas pesés. 2 ou 3 fois par jour. Point. Et là encore, le sphinx est un cas à part. Évidemment. Lui, c'est l'inverse. Son métabolisme tourne à plein régime pour se tenir chaud. Il brûle énormément de calories. Il a donc besoin d'une alimentation plus riche. Super riche et en plus grande quantité. Le budget croquettes n'est pas le même, c'est clair. Parlons énergie. Pour un chien comme le Rottweiler, une petite sortie pipi ne suffit pas. On en est très très loin. Le guide est direct. 1 à 2 heures d'activité chaque jour. Et la précision est importante. Qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est une exigence non négociable. Et attention, pas juste courir, c'est un chien très intelligent. Il a besoin de défis mentaux. Sinon, il s'ennuie. Et un Rottweiler de 50 kilos qui s'ennuie, ça peut devenir très très destructeur. Cette notion de puissance amène à celle de responsabilité. Ça dépasse le maître et son chien. Exactement. Le guide le décrit comme une force de la nature, 35 à 60 kilos. Dans ce contexte, l'éducation n'est pas une option, c'est une obligation. Un dressage constant,
positif mais constant tout au long de sa vie, et la socialisation avant 16 semaines est qualifiée de critique. La conclusion est forte. Avoir un tel chien, c'est une véritable responsabilité envers la société. Cette responsabilité s'applique aussi aux plus petits, mais différemment. Le détail sur le Yorkshire m'a marqué. Oui, leur fragilité. La trachée du Yorkshire est très fragile. Le guide est catégorique. Le collier, c'est non. C'est harnais. Point final. C'est harnais et c'est non négociable. C'est un détail, mais ça peut éviter d'énormes souffrances. Ce qui nous ramène à la question de départ, est-ce que mon foyer est le bon? C'est l'heure du test de compatibilité finale. Une fois qu'on a toutes ces cartes en main, on peut se poser les bonnes questions. Si on aime le calme, par exemple... Les soirées tranquilles. Quelles races ressortent pour ce profil? Le quatuor de tête, c'est le bleu russe, le chartreux, le British Shorthair et le sacré de Birmanie. Ils adorent un environnement calme, serein, prévisible. L'appartement leur va très bien. Parfaitement. Par contre, un foyer avec des enfants en bas âge, beaucoup de cris, c'est à déconseiller. Pour le bleu russe, c'est la différence entre le bonheur et une anxiété profonde. Et pour le profil inverse, quelqu'un de très présent, qui travaille de la maison? Alors là, on retrouve le sphinx, bien sûr, le Yorkshire, mais aussi le chartreux et le sacré de Birmanie. Ils supportent très mal la solitude. Déconseillé si on est absent toute la journée. Totalement. Et puis il y a des profils qui demandent plus qu'un mode de vie, mais une vraie expérience, comme le Rottweiler. Oui. Pour lui, il faut un guide, un leader constant. Quelqu'un de physiquement capable de le maîtriser et dont le style de vie est suffisamment stable et prévisible. Ce n'est pas un chien pour débutants. Le guide sur le Chartreux propose un petit test final en 3 questions. Je l'ai trouvé excellent. Oui, elles sont très bien. La première, votre vie de tous les jours est-elle globalement calme? La deuxième, êtes-vous prêt pour cette présence constante, même silencieuse? Et la troisième, la plus profonde, cherchez-vous une connexion intime plutôt qu'un chat qui fait le show? Si on répond oui aux 3, on est sur la bonne voie. Pour le Rottweiler, les questions sont plus directes. Presque brutal, oui. A-t-on la force physique pour retenir 60 kilos? Est-on prêt à s'engager pour les 8 à 10 prochaines années sans faillir? Et la dernière, comprend-on la responsabilité que cela représente pour son entourage, ses voisins, la société? Au final, ça se résume à une chose. Une véritable connexion de personnalité, c'est la formule utilisée pour le bleu russe. Mais elle est parfaite. Ça va bien au-delà de la couleur du poil. C'est la conclusion parfaite. Le message qui traverse tout ça, c'est qu'un animal, ce n'est pas une peluche qu'on pose sur un canapé. Non, c'est un être vivant complexe, un concentré de personnalité qui demande du temps, de l'argent, de l'éducation. Une vraie remise en question, en fait. Absolument. Il y a une phrase dans le guide sur le Rottweiler que je trouve très juste. Il ne cherche pas un maître parfait, il cherche le bon maître. Être compatible, pas irréprochable. C'est ça. C'est en trouvant le compagnon qui nous correspond qu'on garantit aussi son bonheur à lui. Une relation où tout le monde est gagnant. Une relation gagnant-gagnant. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Exactement. Et en lisant tous ces guides, une dernière pensée me vient. Une question en suspens, en fait. Ah. Toutes ces analyses, elles se concentrent sur des races avec des traits de caractère assez prévisibles. Ça nous donne des outils. Mais ça soulève une question pour l'adoption en refuge. Comment on applique cette même logique de compatibilité profonde quand on choisit un animal sans pédigré, un croisé dont on ne sait rien du passé? Sa personnalité est tout aussi unique et elle demande, peut-être encore plus, d'être comprise avant de s'engager pour la vie. C'est un tout autre défi, ça.